Lorsque j'eus terminé mes montages de schémas, dessins, etc., et que j'eus également achevé la traduction de mon document en un texte clair et précis, j'allais m'adresser à Louise, la sœur de Francine, pour qu'elle m'accorde une faveur, celle de pouvoir me servir de son ordinateur pour créer mon propre livre d'anatomie et de physiologie du corps humain. Pour relever ce nouveau défi, il allait me falloir des mois. Mais mon avenir était en jeu, et je me devais de foncer. De tout temps, je ne m'étais servi que d'un seul doigt pour taper à la machine. Cette fois-là, il allait en être de même. J'avais 114 pages à taper, de quoi avoir l'index fatigué. Souvent, je me rendais chez Louise et Bernard lorsqu'ils avaient à sortir de leur domicile afin de ne pas les déranger. Hélas, trop souvent, mon incompétence avec l'ordinateur mettait un terme à mon travail. Je devais donc attendre le retour de Louise pour solutionner mes problèmes et me permettre de continuer. Malheureusement, je perdais ainsi des heures précieuses. Grâce à Dieu, je n'allais pas devoir à moi seul accomplir ce travail colossal. Décidément, plus les années passaient, plus la chance semblait s'intéresser à moi. Alors que nous prenions notre cours de relations humaines en 1992, Francine et moi avions fait la connaissance de Linda et Paul Mercier, un jeune couple de Buckingham. Carrossier de profession, Paul avait son propre commerce de vente et réparation de véhicules automobiles. Linda était responsable du secrétariat et de la réception. Leur commerce ainsi que leur domicile ne faisaient qu'un. Afin qu'ils puissent bénéficier de leur fin de semaine sans être constamment harcelés par leur clientèle, ils avaient acheté une maison mobile dans un camping situé sur le bord du lac Simon, à 1h30 environ de Gatineau. À quelques reprises, Francine, Sébastien et moi fûmes invités à passer des fins de semaine en leur compagnie, dans leur caravane. Dès le matin, le dimanche, on est bien, c'est la trêve. Et les voitures font de la route un train plein de rêves. Si ce jour-là, on fait moins attention aux dépenses, c'est que l'on a avec soi des millions d'espérances. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Dans les cafés, les joueurs de tiercé se dépêchent. Au bord de l'eau, on s'en va déjeuner et l'on pêche. Si les forêts ne sont que des buissons en kermesse, c'est que l'on fait ce jour-là provision de tendresse. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Dès que le soir a fini d'allumer les étoiles, c'est le départ, la fin d'une journée agréable, tout en parlant du dimanche suivant. Chacun pense que c'est bien court de ne vivre qu'un jour d'insouciance. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche
un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. La 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 Linda était une secrétaire qui comptait déjà plusieurs années d'expérience. Très habile à l'ordinateur, elle m'offrit de bon cœur, dans ses moments de libre, de mettre sur disquette la totalité de mon cours d'anatomie. Par gratitude, je leur proposais en retour de mettre en pratique mes compétences de jardinier afin de tailler, ou devrais-je plutôt dire de rabattre sévèrement, de 5 à 6 érables en bordure de leur propriété. Ces arbres qui se trouvaient placés en parallèle d'une ligne électrique étaient de ce fait menacés d'un jour à l'autre de se faire quasiment amputer par la compagnie d'électricité Hydro-Québec. En effet, lorsque les arbres commencent à menacer la sécurité des lignes électriques, Hydro-Québec demande à son personnel non qualifié de passer à l'acte. Ils ont alors une façon efficace de couper les arbres de façon qu'ils ne dérangent plus leur installation. Il va sans dire que l'esthétique est à ce moment-là le dernier de leurs soucis. Pour cette raison, que ce soit des arbres décoratifs ou simplement des arbres de la forêt, la façon dont ils sont taillés est souvent si laide qu'il serait préférable de les abattre au complet. Ce travail fut donc laborieux et apprécié en conséquence à la fois par Linda et Paul, ainsi que les parents de Paul, qui habitaient également dans la même maison. Ils possédaient enfin, devant leurs fenêtres, des arbres dont les branches ne se mélangeaient plus les unes aux autres. Pour tondre leur gazon, désormais, ils ne seraient plus obligés de courber le dos pour éviter les branches trop basses. Quelques jours plus tard, après avoir observé ma façon de travailler, une tante de Paul, qui habitait non loin de chez eux, devait également me demander, moyennant contribution, de bien vouloir opérer une taille similaire à un arbre de sa propriété. Et pour terminer, ce fut au tour d'un client de Paul, qui avait amené sa voiture en réparation, de me demander si j'accepterais de me rendre dans son domaine, en pleine campagne, pour lui donner quelques conseils au sujet de jeunes arbres fruitiers qu'il venait de planter. Une fois sur place, je pus constater que le travail à faire ne m'aurait guère pris plus de 10 minutes. Je me fis donc un plaisir de lui tailler ces quelques arbres, tout en lui expliquant précisément ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Reconnaissant, il me rétribuait également pour ce petit service. Bien des années avaient passé depuis ce mois de janvier 1976. Pourtant, ma passion n'avait jamais été aussi forte pour tailler les arbres caducs. Lorsque François Pochon m'avait enseigné comment tailler cette première semaine de janvier 1976, je n'aurais jamais pu penser alors que son enseignement serait transmis 17 ans plus tard à un Nord-Américain vivant à plus de 7000 kilomètres d'Yverdon, de l'autre côté de l'Atlantique. Cependant, ma passion pour la taille des arbres ne devait en rien ralentir mes efforts pour faire connaître mon école. Pendant que Linda travaillait sur la pièce maîtresse, de mon côté, je me servais de la documentation que j'avais utilisée pour mes cours d'initiation afin de structurer mes plans de cours. Chaque leçon, chaque mouvement devait être décrit avec précision. De cette façon, les élèves, de retour chez eux, pourraient ainsi pratiquer tous leurs mouvements se référant sur des données écrites. Puis ensuite, il me fallut penser à concrétiser le but de chaque élève, l'obtention du diplôme. Ce travail suscitait en moi enthousiasme et créativité. En fondant mon école professionnelle, j'ouvrais la porte de l'avenir aux personnes qui m'avaient fait confiance. En leur remettant leur diplôme, je les récompensais en quelque sorte pour leurs études, les efforts fournis et en même temps pour la confiance qu'ils avaient mise en moi. Pour toutes ces raisons, je devais à mon tour leur procurer un diplôme empreint à la fois de classe, d'esthétique et d'originalité.
En comparant le diplôme qui m'avait été remis par l'École suisse professionnelle de Lausanne à ceux du Collège canadien de Montréal, ainsi que celui ayant trait à ma technique de Reiki, il était évident que j'éprouvais beaucoup plus de fierté et de satisfaction à présenter mon diplôme suisse. Composé de 3 couleurs, il était bordé d'un cadre, lui-même bicolore. Sur une feuille cartonnée dont la texture était à la fois difficile à définir et plaisante à l'œil, je considérais ce diplôme comme étant un vrai document et non une simple photocopie achetée chez Bureau en gros en paquet de 100 unités. Ainsi donc, je me mis à l'œuvre sans plus attendre afin de créer un original que j'allais ensuite remettre à une imprimerie pour qu'elle en produise des diplômes professionnels sur papier cartonné de bonne qualité. Étant donné que ma carrière de massothérapeute avait pris naissance à l'École suisse professionnelle de Lausanne, je crus très à propos, non seulement de baptiser ma propre école du nom d'École suisse, mais en plus d'utiliser pratiquement la même présentation pour mes diplômes, à quelques différences près cependant. Le titre masseur allait être remplacé par celui de massothérapeute, et le nom massothérapeute, ainsi que celui du détenteur du diplôme, allait être mis bien en évidence. Mon but étant de fonder une école où non seulement le massage, mais plusieurs thérapies alternatives allaient être enseignées, je devais donc trouver un nom adéquat représentant les matières enseignées. Il était de ce fait simple et logique de l'appeler École suisse professionnelle de thérapie alternative. Pour mettre une dernière touche à mes diplômes, il me fallait trouver un logo. Ce logo devait à la fois illustrer la Suisse, le respect, la prestance. Lorsque j'avais suivi mon premier cours d'initiation en massage avec Claude Denervaux, j'avais porté attention au logo de son centre sportif. Il représentait un Romain ou un Grec au physique d'athlète et aux muscles en relief. Pour tout vêtement, il portait une cape sur l'une de ses épaules, ce qui lui conservait une certaine pudeur. J'avais trouvé que ce logo représentait à la fois le sport et la santé. À mon arrivée au Québec, puisque mon diplôme mettait en évidence les 2 mots « masseur sportif », j'avais cru bon d'emprunter l'idée de Claude et avait dessiné son logo à l'encre indélébile sur mes blouses de travail. Pour le personnaliser davantage, j'avais changé les 2 noms Physique Center par Burdet Massage. Mais avec les années, bien des choses avaient changé. Burdet ne voulait plus que son nom soit associé uniquement au massage, mais désormais les mots école suisse et professionnelle étaient devenus beaucoup plus importants. De ce fait, l'athlète olympique du temps des Romains ne cadrait plus vraiment avec la réalité, car je n'étais ni grec ni romain, mais un Suisse, fier de l'être. Alors je cherchais un logo qui aurait en somme combiné son incontestable origine suisse avec pourquoi pas la prestance d'un illustre personnage. Bien entendu, Guillaume Tell fut sans doute le premier à qui je pensais. Mais dans ma recherche, je ne devais pas oublier que ce logo devait être associé au nom école. Il devait donc avoir un cachet davantage féminin que masculin. Alors, le philatéliste et collectionneur de pièces de monnaie que je suis eut en tête le premier emblème suisse après Guillaume Tell, l'Helvétie. Déesse ou guerrière, cette divinité féminine porte le nom de cette partie orientale de la Gaule qui aujourd'hui s'appelle la Suisse. Représentée sur les pièces de 1 ou 2 francs suisses, elle figure également sur les premiers timbres postes imprimés par la Confédération helvétique. L'Helvétie est presque toujours représentée en position debout, tenant une lance dans ses mains. Le regard fier et conquérant, elle porte sur la tête la couronne de laurier de Jules César. Malgré son aspect guerrier, et pour ne rien enlever à sa féminité, elle est vêtue d'une étoffe à la fois robe de soirée et cape médiévale, dont les contours vont jusqu'au sol. Et pour terminer de façon
À ne laisser aucun doute quant au pays qu'elle représente, elle tient de son autre main un bouclier sur lequel la croix suisse étincelle. Elle m'avait convaincu. L'Helvétie allait désormais être l'ambassadrice de l'école suisse professionnelle de thérapie alternative. Pour que ce logo ressorte davantage sur les diplômes, déjà de 3 couleurs, j'allais demander à l'imprimeur de bien vouloir lui donner la couleur or. Mes diplômes étaient prêts et mon cours également. Il me restait encore un défi à relever, trouver une autre thérapie alternative à enseigner pour que, comme le désirait l'association, les futurs massothérapeutes ayant en leur possession 2 autres diplômes en technique corporelle et énergétique.